Dans le cadre de l'interprofessionnalité entre les avocats, les notaires et les experts comptables, Fréquence 8, votre radio locale associative, reçoit, outre un expert comptable, un avocat fiscaliste, Maître Derès Samira, avocat fiscaliste à Rennes. Bonjour, Maître Derès. Bonjour Gérard Damor. Maître, dans le cadre de la relation de confiance, l'examen de conformité fiscale ECF, créé par décret du 13 janvier 2021, permet aux entreprises de bénéficier d'une prestation contractuelle renforçant leur sécurité juridique et fiscale. Avant d'aborder le vif du sujet, il n'est sans doute pas inutile de faire un bref rappel, une genèse de cette histoire, car il est toujours très important, quand on ne sait pas où l'on va, de savoir d'où l'on vient. Alors, en effet, Gérard, alors sans retourner et revenir trop loin en arrière, comme vous l'avez dit, cette nouvelle mesure, ce nouveau dispositif a été mis en place par la loi ESSOC, la loi du 10 août 2018, dans laquelle il était prévu, donc la loi ESSOC signifie l'État au service d'une relation de confiance. Et donc, ce dispositif a été mis en place via la loi ESSOC pour permettre aux entreprises d'avoir une relation de confiance un peu améliorée. Au départ, on était sur un contrôle fiscal qui était plutôt artisanal, avec les moyens informatiques qui se développent de plus en plus. Aujourd'hui, la comptabilité est de plus en plus informatisée. Et donc, très vite, lorsque a été mis en place le fichier des écritures comptables, le fichier FEC, comme on l'appelle, l'intérêt de l'examen de comptabilité fiscale s'est présenté. Mais voilà, sans rentrer dans le détail, ça vient vraiment du processus d'industrialisation, j'ai envie de dire, du contrôle fiscal et de la vérification des comptabilités des entreprises pour vérifier leur chiffre d'affaires. Cette mesure, elle semble s'inscrire dans la volonté d'avoir une meilleure assiette fiscale des petites et moyennes entreprises, souhaite également améliorer la relation entre Bercy et les contribuables. On se souvient du rapport Accardi, ainsi que la commission présidée par Olivier Foucault, visant à améliorer encore une fois les relations entre Bercy et les contribuables. Pourtant, tous les fiscalistes se souviennent aussi d'une période pas si lointaine où le moindre redressement issu d'une notification de redressement était assorti immanquablement dans la pénalité de 40% pour manquement délibéré. Comment améliorer durablement cette situation ? Alors, en effet, comme on le disait à l'instant, donc l'objectif ici est de permettre un contrôle fiscal peut-être plus apaisé pour les entreprises, et ça, toutes les entreprises de toute taille, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leur forme sociale, enfin la manière dont l'activité est réalisée. Pourquoi ? Puisque à partir du moment où l'ECF, donc l'examen de comptabilité fiscale, aura été mis en place, les premières démarches de l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle auront été a priori validées par un tiers de confiance. Ensuite, sur en effet les questions des pénalités de 40%, donc on a pu constater ces dernières années une généralisation, j'ai envie de dire presque, de la majoration de 40%, qui est en théorie la majoration pour manquement délibéré, mais dès lors qu'il existe un manquement, la frontière avec le délibéré ou non délibéré est assez mince, et donc les majorations de 40% souvent appliquées. Avec, et c'est ce qu'on peut espérer, l'ECF, en théorie, le contribuable sera considéré de bonne foi, et donc les majorations de 40% pourront ne pas être appliquées. Également, l'autre intérêt est... Pourront, hein, pourront. ce n'est pas... Il n'y a pas de certitude. Disons que ça va dépendre effectivement de la situation de fait et de la réelle bonne foi, comme on l'appelait avant, de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui est contrôlée. Également, on peut rajouter quand même que l'administration insiste beaucoup, d'ailleurs dans ses derniers propos ou communications, sur le rescrit. Oui. Et le souhait, la possibilité pour le contribuable de bénéficier éventuellement d'un service de l'administration sur des questions posées par rescrit ou même d'intervention sur place. Alors, tout à fait, effectivement, le rescrit est un bon outil pour les entreprises qui souhaitent sécuriser je dirais les opérations ou la manière de fonctionner qu'elles adoptent. En quoi cela est intéressant, c'est que ça permet de poser une question à l'administration fiscale qui va y répondre de manière suffisamment précise pour sécuriser au préalable une opération. En revanche, lorsqu'on n'est pas dans un système de rescrit automatique, le délai de réponse de l'administration fiscale peut être relativement long.
Donc, en tout cas, si vous le Ce n'est faites pas 3 vous-même, mois, c'est plus de 3 mois. Ça ça, peut être plus de 3 ça mois. peut être plus de 3 mois lorsqu'on n'est pas dans un rescrit normé, type crédit d'impôt recherche ou jeunes entreprises innovantes. Alors donc, il faut pouvoir anticiper suffisamment en amont l'opération pour pouvoir avoir un rescrit, puisque le rescrit est, comme je le disais à l'instant, préalable. Et donc l'administration, d'ailleurs, dans ses communications, donne des cas sur l'exportation, sur des pays quand même où la fiscalité n'est pas la même. Alors, effectivement, ça se rapproche aussi de la notion de prix de transfert, et ça fait partie des rescrits qui sont des rescrits normés, ou en tout cas légalisés, dans lesquels l'administration fiscale doit répondre dans un certain délai, et en l'absence de réponse, il sera considéré que l'administration a accepté l'opération. Donc vraiment, l'avantage et l'intérêt du rescrit, qui est vraiment différent malgré tout de l'ECF, c'est de se poser la question sur une nouvelle activité et de son traitement fiscal vis-à-vis de l'administration fiscale. Ensuite, en cas de contrôle, si l'entreprise s'est conformée au contexte qu'elle a expliqué ou évoqué à l'administration fiscale, en théorie, l'administration n'est pas censée pouvoir remettre en question l'opération. Alors, rentrons maintenant un peu plus en détail dans l'architecture de cette mesure, de ce décret donc du 13 janvier 2021 et sa mise en œuvre. Alors, l'administration avait à l'origine envisagé de réserver dans un premier temps le dispositif aux commissaires aux comptes avant de l'ouvrir dans un second temps à d'autres professions. Et le décret du 13 janvier 2021 ne comporte en effet ni précision ni restriction. Selon le ministre, la prestation sera plus particulièrement réalisée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l'audit. C'est le communiqué numéro 570 du 18 janvier 2021. D'après le modèle de contrat fourni par l'arrêté, il peut s'agir d'un commissaire aux comptes, d'un expert comptable ou d'un organisme de gestion agréé. N'est-il pas curieux de citer les commissaires aux comptes alors que la loi Pacte est venue supprimer leur intervention dans un très grand nombre d'entreprises? Dans un même ordre d'idées, pourquoi conférer la faculté d'autoriser cette mission aux organismes de gestion agréés alors que même la loi de finances pour 2021 a signé le quasi-arrêt de mort en 3 ans? Enfin, pourquoi les avocats fiscalistes sont-ils ignorés tant cette mission de défense fiscale leur est impartie, en particulier dans la prévention fiscale? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une excellente question, Gérard. Donc, sur la mission des prestataires, effectivement, au point de départ, le commissaire aux comptes était, à mon avis, le prestataire le plus indiqué pour pouvoir réaliser cette mission d'audit, puisque on ne l'a pas précisé réellement à ce stade, mais le CEF revient à être une réelle mission d'audit, en fait. C'est-à-dire que le prestataire va devoir vérifier un certain nombre de points, donc comme on l'a dit, 10 points, qui sont visés par le décret. Qu'on va voir tout à l'heure. Et qu'on verra tout à l'heure, Maître DRS. et vraiment dans le cadre d'une vérification et d'un audit. Donc le commissaire aux comptes, qui avait déjà une mission d'audit assez large et puis un peu plus réduite de par la loi Pacte, était tout indiqué. L'expert comptable également l'est, puisqu'il est l'interlocuteur, j'ai envie de dire, principal des entreprises, en tout cas lorsqu'il y en a un, pour des questions de fiscalité et des questions de chiffres. Ensuite, pour la question de l'avocat fiscaliste, alors, il est clair qu'il n'y a pas forcément de réflexe d'avoir un avocat fiscaliste. Certaines entreprises, plutôt de taille assez importante, ont le réflexe avocat fiscaliste. Alors, souvent, ça commence par un contrôle fiscal et donc un besoin d'un avocat ou d'un spécialiste du droit. Cela étant, de mon point de vue, et bien évidemment parce que je suis avocat fiscaliste moi-même, je pense qu'un avocat fiscaliste peut tout à fait faire cette mission-là. Pourquoi pas d'ailleurs avec l'expert comptable en charge de l'établissement des comptes annuels, ou bien, voilà, de toute façon, l'avocat fiscaliste aura nécessairement besoin d'un appui en comptabilité dans l'entreprise. Ça me semble être aussi un bon biais, puisque ça permettra d'avoir un recul sur la mission d'établissement des comptes annuels de l'expert comptable. Oui, en effet, c'est une mission nouvelle. Qui dit mission nouvelle dit lettre de mission, bien entendu. Donc, honoraire nouveau pour le justiciable, c'est-à-dire l'entreprise, là, en le cas, puisque on le verra tout à l'heure, c'est surtout les entreprises qui sont concernées, Bien sûr. liées à la fiscalité BIC, IS ou IR. Mais derrière, tout ça demande quand même
avec des honoraires nouveaux. Quand on voit, il faut être réaliste, les honoraires qui étaient demandés par un centre de gestion ou un organisme de gestion, comment les professionnels du chiffre ou du droit vont-ils faire passer cette nouvelle mission? Alors disons que ça va passer probablement par une prise de conscience du chef d'entreprise, puisque en effet c'est un honoraire et un budget complémentaire qu'il faudrait ajouter au budget type établissement des assemblées générales ou des comptes annuels. Cela étant, c'est un budget qui va permettre de sécuriser malgré tout le risque de contrôle fiscal, qui est un risque inhérent et qui pèse clairement sur les chefs d'entreprise. Le sécuriser pourquoi? Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on aura validé, enfin l'auditeur, le prestataire aura validé un certain nombre de points et sécuriser ces points qui, normalement, devraient permettre d'éviter des conséquences fiscales désastreuses ou en tout cas importantes pour le chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment un budget complémentaire qui doit être intégré par le chef d'entreprise, un petit peu comme une sécurité, une assurance presque. Alors, on le reverra probablement tout à l'heure, c'est pas en tant que tel une assurance contre le contrôle fiscal, mais malgré tout, voilà, il faut que les chefs d'entreprise prennent conscience que cette ECF est un élément important qui va faire partie en fait de la vie des affaires et aussi, et c'est important de le dire à mon avis maintenant, qui sera validé par l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale aura conscience et connaissance de l'existence d'un ECF ou non. Si l'entreprise ne coche pas la case indiquée donc, dans la déclaration, dans l'alias fiscal, Oui, euh, 2065 ou voilà, autres, y compris les BNC, hein, et 2035. toutes Hein. les déclarations de résultats en fait comportent une nouvelle case qui permet d'indiquer à l'administration fiscale si un ECF a été réalisé ou va être réalisé, puisque on le sait, l'ECF peut être établi jusqu'au 31 octobre de l'année au titre de laquelle l'alias fiscal a été déposé. Enfin, de l'année suivante, pardon, celle au titre de laquelle l'alias fiscal a été déposé. Donc, voilà, ça reste un indicateur pour l'administration fiscale. Il me semble important de ne pas voilà, être freiné par le coût qui pourrait être engendré. Maintenant, charge aussi aux prestataires d'avoir conscience de ce coût complémentaire et de trouver un honoraire voilà, qui sera Adapté. raisonnable et adapté à la mission, qui reste une mission complémentaire à l'établissement des comptes annuels et qui reste une mission qui relativement chronophage si le travail est bien fait. Il était à souhaiter qu'on retrouve l'interprofessionnalité autour de l'entreprise, c'est-à-dire la présence bien sûr de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, mais également celle du notaire et de l'avocat. Bon, c'est vrai que ça concerne des entreprises d'une certaine dimension. On voit mal le petit contribuable avoir tout cet environnement autour de lui. Mais il y aura à imaginer, plutôt que certains à vouloir accaparer l'ensemble des missions, et la valeur quand même de certaines professions dont la vôtre, c'est-à-dire celle d'avocat fiscaliste, appelle quand même les raisons d'être de votre présence et non plus uniquement pour éteindre les feux à travers des contentieux fiscaux. Exactement. Alors, en effet, Gérard, c'est quelque chose, l'interprofessionnalité qui vous tient à cœur et vous avez raison. On est toujours mieux armé à échanger ensemble et voilà, à Dans un cadre fonctionner de prévention, dans un cadre de prévention, effectivement, à échanger entre les professionnels, puisque malgré tout, un notaire, un avocat fiscaliste ou un expert comptable n'ont pas les mêmes missions au demeurant. Alors, sur cette question de l'ECF, il pourrait y avoir, en tout cas, entre guillemets, une petite concurrence entre l'expert comptable et l'avocat fiscaliste, mais pour autant, euh, il convient de travailler ensemble parce qu'on n'a pas tous le même biais, la même vision de la comptabilité et de la fiscalité. Ça me rappelle d'ailleurs des souvenirs d'échanges avec des gens de votre profession, donc avocats fiscalistes, qui me rappelaient que le mois de juin, certes, était le mois des assemblées, mais également, enfin, le mois de mars plutôt à l'époque, était le mois des assemblées, mais également du contrôle du résultat fiscal, de voir un peu par l'avocat un regard, une analyse sur ce résultat Exactement, fiscal. une autre analyse en fait, c'est-à-dire que vraiment chacun par les formations qu'ils ont eues, donc le notaire, l'expert comptable ou l'avocat, a un biais, une vision de l'entreprise, une vision voilà, du chiffre d'affaires, de l'activité économique qui est un petit peu différente, mais qui se complète. On a tous un socle et des principes communs, mais avec une vision un peu différente. Typiquement, à mon niveau, je fais beaucoup de contrôles fiscaux, enfin j'assiste beaucoup, en tout cas les entreprises, dans le cadre de leurs contrôles fiscaux, et j'ai un biais très
comment dire, très contentieux en fait dans la démarche et dans l'analyse de la comptabilité et de l'activité des entreprises. Donc chacun, voilà, via son biais, peut intervenir dans ce contexte-là. Après, on le reverra, les points d'audit sont Voilà, très très comptables. et imaginez donc un partage des points d'audit. Parce qu'il est clair qu'un avocat fiscaliste refaire un contrôle du fichier FEC, il fera appel plutôt à l'expert comptable qui est en place Exactement. Voilà, c'est ou le commissaire aux comptes tout à s'il fait. n'y a pas d'expert comptable. En effet, puisque là, sur ça, on sait que les experts comptables sont outillés pour pouvoir déjà alimenter en fait le fichier FEC et bien évidemment ensuite pour pouvoir le contrôler. Ce qui est moins la mission d'un avocat fiscaliste. En revanche, pour les autres points, bon, après, dans les points qui sont visés donc, dans l'audit, on a des attestations à obtenir. Bon, ça, tout le monde peut le faire, hein, c'est-à-dire même Oui, le chef mais c'est d'entreprise. important. Ça fera Alors, partie maintenant des dossiers de travail c'est un dossier, et à mon exactement, avis des également pièces nécessaires. du dossier permanent pour quand même, en cas de contrôle, ça puisse être appuyé. Exactement, et puis avoir un petit réflexe aussi de se dire, tiens, est-ce que mon attestation est toujours valable? Est-ce que j'ai modifié ou changé mon logiciel de caisse? Et auquel cas, est-ce que j'ai bien demandé une nouvelle attestation? L'avocat fiscaliste, lui, sera très à l'aise sur les autres points qui vont être le respect des règles sur le régime d'imposition, les amortissements, les provisions, les charges exceptionnelles et les charges à payer. Également les règles d'exigibilité en matière de Et un TVA. regard nouveau un petit peu sur, pour sortir un peu du cadre, je dirais, habituel de l'arrêté des comptes, Alors, peut-être trouver des éléments qui peuvent apparaître à exactement. l'administration fiscale. La difficulté qui intervient ou qui peut intervenir lorsque un même expert comptable va faire les comptes annuels et le CF, c'est que lorsqu'on a devant nous un dossier, qu'on a travaillé sur ce dossier, on a peut-être moins de recul. Enfin, je veux dire, c'est naturel et c'est humain. Je sais que nous, à notre niveau aussi, on fait relire parfois nos notes ou nos conclusions par un confrère pour pouvoir avoir un œil un petit peu différent sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc c'est important, voilà, de se dire je vais prendre du recul ou au sein même d'un cabinet d'expertise comptable, ça peut être intéressant de se dire un collaborateur va faire le CF d'un de ses collègues et réciproquement pour avoir vraiment un recul sur la mission. L'autre difficulté également, c'est que c'est vrai que entre les périodes d'arrêté des comptes et le CF, on peut se dire que là, à l'année, les experts comptables vont avoir une mission assez sportive de regarder des Ce qui comptes. n'empêche pas la modification de la déclaration fiscale, a priori, hein. Ah non, non, alors ça, Ça, on y c'est-à-dire que reviendra. si la mission est accomplie en juillet, Oui, pour des raisons de planning ou bien de, sûr. hein, ça n'empêche pas que la déclaration, si on constate des éléments significatifs, on puisse demander une Alors, modification de la déclaration, ah oui, et puis c'est même hein. recommandé en fait, hein. C'est-à-dire que jusqu'au 31 octobre de l'année, enfin donc date limite, ou dans les 6 mois d'ailleurs, 31 octobre, c'est lorsque la clôture des comptes s'établit au 31 décembre. Sinon, c'est dans les 6 mois du dépôt de l'alias. Il est vraiment recommandé, si on s'aperçoit que certains points, notamment sur les provisions ou les amortissements, n'ont pas été correctement déclarés, il est vraiment recommandé de faire une déclaration rectificative. Alors, est-ce une volonté hégémonique de Bercy, qui est, comme on le dit souvent, un État dans un État, ou est-ce plus simplement l'expression du mal français qui consiste à vouloir tout régenter et tout réglementer jusqu'à prévoir le contenu du contrat pour le prestataire, soit la période pour laquelle porte l'examen de conformité fiscale, soit les droits et obligations des parties, et notamment la clause de résolution ou la liste des points constituant le chemin d'audit, la rémunération du prestataire et l'arrêté fournit un modèle de contrat. Alors, c'est pas nécessairement avoir d'un mauvais œil, à mon avis. C'est bien d'avoir un cadre clair. Et en effet, donc l'arrêté qui complète le décret dont on parle actuellement prévoit effectivement des modèles. Je pense que c'est plutôt pour sécuriser un petit peu la mission, que ce soit pour le professionnel, le prestataire ou pour l'entreprise, pour voilà, éviter de repartir un petit peu de zéro sur quelque chose qui serait complètement nouveau. Euh, Maintenant, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose et il faut savoir qu'en tout cas pour la question du contrat qui est en effet réglementé, hein, donc le contenu du contrat est réglementé, euh, nous on sait en tant qu'avocat que s'il était souhaité, de par les échanges avec l'entreprise, d'ajouter certaines clauses,
dans la mesure où on respecte les points essentiels visés par l'arrêté, il sera possible d'ajouter des éléments voilà, dans le contrat. Qui sera important d'ailleurs pour la jurisprudence par la suite, hein. Bien sûr. On vient de le voir aujourd'hui avec le Covid-19 et en particulier certaines assurances, l'importance de l'écrit contractuel. Alors, c'était en effet quelque chose d'important. Ce qui sera aussi important, c'est la manière aussi dont l'entreprise et d'ailleurs également le prestataire, hein, puisque chacun des deux a des obligations dans le cadre de cette nouvelle mission, comment chacun voilà, va respecter les obligations qu'il a souscrites. Et notamment pour l'entreprise de fournir les éléments nécessaires à la prise en compte Alors, à la prise en compte de cette mission. Maître, parmi les autres points, le texte prévoit que l'existence d'un examen de conformité fiscale, ECF, doit être mentionnée dans la déclaration du résultat souscrite par l'entreprise afin de produire les effets d'une mention expresse exonératoire de l'intérêt de retard en cas de rappel ultérieur. Oui. Alors, voilà, cela C'est donc la 2065 dans le bas de la page, puisque Voilà. ça a priori commencé au 1er janvier 2020, c'est assez étonnant. Alors, effectivement, en Et réalité, vous avez la 2035 également pour le domaine agricole, hein. Il ne faut pas dire que ça ne ah concerne non, ça que concerne vraiment tout. 2139 SD. Là, en bas de la page, vous avez ECF et vous avez un petit blanc et vous devez mettre une croix Voilà, si et le CF a apparaît été le réalisé. nom de la personne qui va signer l'examen de conformité fiscale. Exactement, donc le nom du prestataire. Donc sur ce point-là, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, alors il est possible, il doit être coché cette case lorsque le CF a été réalisé, mais comme on le sait et vous le disiez à l'instant, cet ECF commence sur les exercices clos au 31 décembre 2020. 2020. Mais là où on peut bien comprendre l'intérêt d'avoir coché potentiellement cette case, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les conclusions de l'ECF peuvent être établies jusqu'au 31 octobre de l'année. Donc on aurait pu, 2021. voilà, donc pour cette année 2021. Donc on aurait pu cocher dans la déclaration, dans les liasses déposées au titre de l'année enfin, la clôture 31 décembre 2021, 20, pardon, on aurait pu cocher cette case tout en déposant le compte-rendu un petit peu plus tard. Alors d'ailleurs, sur les modalités de dépôt du compte-rendu, donc on l'a dit, il y a 10 points d'audit qui devront être validés. Tout à Un fait. modèle- Et on va en parler après une petite pause musicale là, pour se reposer et se remettre en condition pour Avant ce voir sujet tous les technique. points qui vont porter sur l'examen de conformité fiscale, c'est-à-dire le cheminement de l'audit et les 10 points. L'examen de conformité fiscale, l'ECF, c'est une nouveauté, c'est un décret du 13 janvier 2021 et Maître Derès, avocat fiscaliste, est venu nous exposer le contenu et dans la première partie il y avait un dernier petit point qu'elle va nous aborder sur les délais qui sont transitoires là, Oui. pour 2020 et 2021. Alors, très Mm. rapidement, effectivement, donc on va revoir les points d'audit et les 10 points d'audit, mais Le ces 10 points cheminement d'audit d'audit, oui. voilà, vont devoir faire l'objet d'un rapport, d'un compte-rendu, en fait, compte-rendu de mission qui devra être adressé à l'administration fiscale. Donc, avant le 31 octobre de l'année, lorsque les comptes sont clos au 31 décembre donc précédent. En théorie, ce compte-rendu doit être déposé par voie électronique. Donc, si les missions, enfin, l'alias, pardon, est télétransmise, ça devra également être transmis donc, via la procédure de transfert des données fiscales et comptables, donc TDFC. Toutefois, il y a une période transitoire en 2021 et en 2022 et le compte-rendu pourra être transmis à l'administration fiscale par le client sous un format PDF via sa messagerie sécurisée. Le cheminement d'audit fiscal, les 10 points. Alors, le Oui. premier, maître, c'est la conformité du FEC. Oui, alors déjà la première étape va être de vérifier l'existence d'un FEC, donc pour toutes les entreprises qui tiennent une comptabilité sous un format informatisé. Et ensuite la deuxième étape va être d'examiner la conformité du FEC sur un plan strictement formel. Donc sur ça, on a des outils qui sont disponibles déjà sur le site impôt.gouv, type test compta des maths. Et donc l'idée, c'est d'identifier s'il y a des anomalies et de les isoler afin de pouvoir les rectifier. Alors, le deuxième point, c'est la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables. Oui, alors là, en complément de la mission précédente, il appartiendra donc au prestataire d'examiner au fond
la conformité du FEC, conformité donc, sur la présentation générale de la comptabilité, la présence d'opérations d'inventaire identifiables, des missions de compte, des mentions pardon, des comptes de produits et de charges, l'équilibre des écritures, enfin voilà, tout un certain nombre de points. La date de validation des écritures, la séquentialité des numérotations des pièces comptables et des écritures par journal. Voilà, un certain nombre de points assez techniques, mais qui visent non plus là la forme, mais vraiment le fond du fichier FEC et donc sa qualité intrinsèque. Et je crois qu'il faut y ajouter, maître, et je pense que vous partagez mon analyse, légalement certaines formes en particulier, la conformité aux normes de la présentation générale de comptabilité, la présence des opérations d'inventaire Oui, identifiables, la mention des comptes de produits et charges non soldées, la présence des écritures d'un nouveau, l'équilibre des écritures, la date de validation des écritures, le respect de la chronologie des écritures comptables, c'est-à-dire la séquentialité des numérotations des pièces comptables et des écritures par journal, tout à fait. et l'absence d'écriture centralisée et conformité des écritures Qui est un point important. globalisées, et le contrôle de cohérence du résultat comptable entre le FEC et l'alias fiscal. Tout à fait. C'est des choses qui, aujourd'hui, dans les démarches des vérificateurs, ont apporté, je dirais, déjà tous ces principes. Alors exactement, c'est vraiment par là que commence un contrôle fiscal. Lorsque vous recevez un avis de vérification, donc le premier rendez-vous intervient avec l'inspecteur des impôts qui ensuite va vous demander vos fichiers FEC et va faire ce travail-là de vérification, donc de la forme déjà et ensuite du fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les FEC ne sont pas conformes, l'administration fiscale pourra, alors ça dépendra aussi des dossiers et de l'entreprise, mais pourra en tout cas considérer que la comptabilité n'est pas conforme et donc rejeter la comptabilité. Tout à fait. Et voilà, et là, ça Et partira sur un ce qu'il contrôle faut quand fiscal même dur. aussi souligner, maître, et je pense que vous êtes d'accord, c'est qu'il y a possibilité de faire contrôler le fichier FEC. Effectivement, on a la Il existe des possibilité. logiciels Voilà. qui Et permettent d'apporter une analyse sur le fichier FEC en alors, place. c'est ça. Alors, principalement une analyse formelle. Sur le fond, il faut vraiment avoir un prestataire extérieur qui vérifie les différents champs Oui, prévus enfin, par la loi. c'est assez facile, hein, Oui, oui. et c'est assez simple. Le troisième point, alors là, on arrive, et c'est pas nouveau, parce que ça a été mis en place depuis le 1er janvier 2018, le logiciel ou système de caisse. Oui, donc là, l'idée, c'est de vérifier si l'entreprise entre dans le champ d'application donc, de l'obligation de détenir pardon, une attestation ou de faire certifier ces logiciels de caisse. Donc ça concerne les assujettis à la TVA qui ont des relations commerciales avec des particuliers notamment. Si l'entreprise présente un certificat ou une attestation, il faudra effectuer donc un examen formel de sa validité, notamment de comparer et de vérifier que la version du logiciel, enfin que l'attestation correspond à la version du logiciel utilisé. Si l'entreprise ne présente aucun document, alors qu'elle entre dans le dispositif, il faudra inviter l'entreprise à corriger sa situation et à obtenir une attestation. Le quatrième point qui est assez étonnant, c'est le mode de conservation des documents. En fait, en quoi ça consiste? Alors ça va consister à vérifier que l'entreprise a bien à sa disposition tous les éléments, tous les documents qui doivent être, comment dire, enfin qui sont nécessaires en tout cas à la justification des écritures comptables. De la même manière, on le disait tout à l'heure, pour l'administration fiscale, c'est un point essentiel de vérification. Si vous n'avez pas vos pièces justificatives, potentiellement vous vous exposez à comment dire, un rejet de déduction principalement des charges de l'entreprise. Donc l'idée, ça va être de vérifier que les processus sont détaillés par écrit, donc mettre en place une procédure permettant de conserver les documents, ça pendant le délai donc, prévu par la loi, et effectuer des constatations matérielles sur les supports utilisés et dans les locaux de conservation. L'objectif étant vraiment de s'assurer que les processus décrits sont effectivement mis en œuvre. Ça va faire plaisir donc aux prestataires, aux sociétés qui proposent la scannerisation de documents dans la comptabilité avec une lecture de l'écriture, de la facture Effectivement. et de la numérotation. Et ça explique un peu aussi toutes ces nouveautés qui ont déjà été mises en place, mais qui risquent de se conforter. Bah, en effet, c'est vrai que c'est là où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque où il fallait conserver des caisses entières d'archives. Aujourd'hui, on peut archiver les documents de manière dématérialisée. Le tout, c'est d'avoir une rigueur, une certaine rigueur dans le classement des pièces pour pouvoir les retrouver assez facilement, même facilement, à demande de l'administration fiscale.
Et donc, ça appelle aussi ce qui va venir prochainement, c'est la facturation électronique. Exactement. Et un archivage électronique de ces factures qui Tout à fait. permettront voilà, une recherche plus simple des documents. Alors, le cinquième point, maître, Oui, c'est le régime d'imposition en matière de résultats et de TVA. oui. Donc là, l'idée, ça va être de vérifier que l'entreprise applique le bon régime d'imposition. Donc, alors, sans rentrer dans le détail, les régimes d'imposition sont dictés selon le chiffre d'affaires envisagé ou réalisé par une entreprise, mais il est possible d'opter pour un régime différent. Donc, schématiquement, il existe des régimes micro, donc pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires relativement faible, le régime réel simplifié pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires un peu plus élevé, et puis le réel normal qui est le régime classique lorsque l'entreprise a un chiffre d'affaires assez important. Donc, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais chaque régime implique des obligations comptables et d'archivage un peu plus différentes et un peu plus élevées selon qu'on passe du régime micro au régime réel normal. Et on demande aussi sur la TVA. Oui. Et donc là, l'idée, ça va être de vérifier la correcte application du régime TVA appliqué par l'entreprise. Donc, le régime de franchise en base, le régime simplifié, pardon, ou le régime normal d'imposition. Et également, dans cette mission-là, de vérifier le respect des obligations déclaratives et des mentions figurant sur la facture, En sur les factures. particulier sur la franchise qui peuvent exister sur les factures. Exactement. Donc, lorsque l'entreprise bénéficie du régime de franchise en base, il est important de le mentionner sur la facture pour expliquer effectivement aux clients en fait qu'il n'y a pas de TVA déductible puisque l'opération est facturée sans TVA. De la même manière, voilà, ça permet d'éviter la déduction de la TVA chez l'entreprise qui bénéficie de la franchise. Et là, comme on le disait tout à l'heure, ça permet peut-être un regard nouveau d'un avocat fiscaliste ou d'un autre tiers, mais fiscaliste, de pouvoir apporter une analyse plus approfondie d'un courant qui pourrait laisser de côté certains principes, hein. C'est ça. Alors, c'est effectivement à partir de ces points-là que l'avocat fiscaliste prend tout son sens, même si on a des compétences sur les points précédents. Mais la loi change assez régulièrement. La jurisprudence aussi permet un certain nombre d'évolutions. Donc, il est souvent important de se reposer la question du régime d'imposition et des obligations qui sont attachées au régime d'imposition TVA et détermination du résultat fiscal. Sixième point, alors c'est les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal. Oui, donc là, l'idée va être d'examiner les amortissements comptables en s'attachant à leurs conséquences fiscales, puisqu'on sait que comptablement, on va devoir appliquer un régime d'amortissement des immobilisations classique. Fiscalement, en théorie, les amortissements sont déductibles fiscalement, sauf dans certains cas assez particuliers. Donc là, l'idée, ça va être de faire un rapprochement entre la valeur des immobilisations inscrites en comptabilité et celles qui sont déclarées dans l'alias fiscal, d'étudier les méthodes retenues en validant les taux selon le type d'immobilisation et la correcte application des régimes dégressifs ou exceptionnels qui sont des régimes entre guillemets dérogatoires d'amortissement, vérifier les bases et les durées d'amortissement conformément aux principes édictés par l'administration fiscale, donc dans son BOFIP, d'analyser de manière plus approfondie également les changements de méthode qui pourraient survenir dans une entreprise, ainsi que le suivi des retraitements extra-comptables. Il faut reconnaître que l'outil informatique apporte beaucoup dans le calcul et les contrôles, Alors, et en effet, voilà, et et cela que étant, ça n'évite pas pour autant dans toutes des les erreurs, erreurs, puisqu'on sait on que le peut- logiciel reste quelque chose d'utile, mais qu'il y a une action humaine au départ tout à fait. du logiciel. Mais c'est vrai qu'en théorie, lorsque le logiciel est bien fait, il suffit de cocher les bonnes cases au départ et l'amortissement devrait être justifié. Les vrais points sensibles, ça va être les changements de méthode. Tout à fait, Ou les calculs exceptionnels ou exactement, voilà. les situations un peu particulières qui surviendraient au sein de l'entreprise. Septième point, alors, c'est les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal. Oui, donc de la même manière, là, l'idée, ça va être de réaliser un rapprochement entre les montants provisionnés dans la comptabilité et ceux qui sont déclarés sur l'alias fiscal, en étudiant les retraitements extra-comptables. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une part de subjectivité, entre guillemets, sur certaines
provision, puisque comptablement, les provisions doivent être passées dès lors qu'on constate une perte de valeur ou une charge à venir. Fiscalement, on a des règles un peu plus précises qui permettent de déterminer si la provision passée en comptabilité est fiscalement déductible ou ne l'est pas. Donc il faudra examiner pour chaque typologie de provision la cohérence entre la feuille de travail, en tout cas la méthode comptable, et les méthodes et les montants provisionnés. Alors, maître, la méthode statistique est-elle admise? Alors oui, elle peut l'être, mais il faut avoir effectivement des éléments pour justifier de ces statistiques et valider donc les méthodes et les taux retenus selon les bases de l'entreprise, présentées par l'entreprise. On pense beaucoup d'ailleurs aux établissements bancaires hein, qui ne peuvent pas forcément mesurer la portée de leur incident de paiement. C'est ça. Et ben justement, ça fait partie des entreprises qui vont pouvoir déterminer de manière statistique les provisions. Maintenant, l'administration fiscale préfère malgré tout avoir des justifications propres et intrinsèques à l'entreprise pour, euh, pour justifier la provision. Alors, le huitième point, les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal. Là, c'est le même, j'ai envie de dire, la même méthode que celle des provisions, donc c'est-à-dire vérifier effectivement que la provision, enfin, pardon, les charges à payer est justifiée et qu'elle suit le bon traitement fiscal. C'est le rattachement beaucoup aux périodes, Exactement, exactement. hein, savoir si la concerne la période de l'exercice qu'on arrête ou si ça concerne la période de l'exercice en cours. Exactement, en fonction de l'événement qui va générer la perte ou la charge constatée. Comme on dit en matière comptable, c'est le cut-off. Le neuvième point, qualification et déductibilité des charges exceptionnelles. C'est un petit peu nouveau, ça. Alors c'est un petit peu nouveau et ça reste, dans le cadre des contrôles qui sont menés par l'administration fiscale, un point essentiel de vérification. C'est-à-dire que si dans vos comptes, vous avez une charge exceptionnelle, l'administration fiscale va vous poser la question de savoir de quoi il s'agit. Puisque par essence, une charge exceptionnelle n'est pas liée à l'activité normale de l'entreprise. Donc voilà, on va se poser la question de savoir à quoi celle-ci correspond. Donc il faudra examiner la qualification des charges déclarées comme exceptionnelles. Donc est-ce qu'il s'agit de pertes résultant de la disparition, de la destruction d'un élément d'actif, de pénalité, d'amende ou bien de dommages et intérêts liés à un procès quelconque. Il faudra identifier donc ces charges exceptionnelles en tant que telles. Et si jamais il y en a qui n'étaient pas déclarées, il faudrait déposer une déclaration rectificative comme on l'a vu tout à l'heure et vérifier donc la déductibilité fiscale de ces charges exceptionnelles. Je préciserai juste que les pénalités et les amendes, par principe, alors il y a quelques cas particuliers, mais de manière générale, ne sont pas déductibles fiscalement et pour autant viennent en déduction du résultat comptable de l'entreprise. Tout à fait. Et alors, le dernier point, qui est le dixième, celui-là va faire du bruit et, à mon avis, va nécessiter certainement des interventions dans des rapports et dans l'envoi des rapports auprès de la DGI. C'est les règles d'exigibilité en matière de TVA. Alors oui, ça c'est un énorme sujet de cette ECF qui consiste à examiner les règles d'exigibilité de la TVA collectée, mais aussi des règles de déductibilité de la TVA. Donc l'idée va être, via un rapprochement du chiffre d'affaires entre la comptabilité et le chiffre et l'alias à la clôture de l'exercice, de vérifier que les règles propres à chaque type de produit ou à chaque nature d'activité sont bien respectées. Comme vous le dites, nature d'activité, car il y a des biens qui peuvent être collectés sur une base d'encaissement, mais il y en a d'autres qui sont sur les débits par leur activité. Alors oui, alors il y a une option qui doit être faite pour la TVA sur les débits, mais effectivement, pour une entreprise qui va avoir une activité qui consiste à la fois de la livraison de biens et des prestations de services, on sait qu'on va avoir un écart d'exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens, donc au moment de la livraison, et pour les prestations de services au moment de l'encaissement. Et là, voilà, l'entreprise peut avoir des difficultés à déterminer le moment où elle doit reverser la TVA à l'administration fiscale. L'idée de ce dernier point d'audit va être de vérifier que l'entreprise est conforme aux règles d'exigibilité. Les règles de TVA sont relativement simples, mais elles sont nombreuses. Voilà, l'idée c'est de bien les appréhender. Et ça, effectivement, c'est une mission que peut tout à fait faire l'avocat fiscaliste, mais également L'expert l'expert comptable ou comptable. le commissaire en compte. Pour Ce l'entrepreneur, c'est plus qui, ce compliqué. qui appelle, et je pense que là, on attend un peu la pratique, mais
les interventions, parce que si l'auditeur fiscal ne partage pas les arrêtés en matière de TVA, je pense surtout au TVA sur encaissement ou même à des TVA collectés qui n'ont pas été déclarés, Mm. ça veut dire que l'auditeur fiscal doit, dans sa lettre, dans son rapport, comme on Dans son l'a compte dit tout rendu, à oui. l'heure, en faire état Bien sûr. et le communiquer à l'administration Et le fiscale. communiquer à l'administration fiscale. Donc, en effet, ces 10 points vont faire l'objet donc d'un compte rendu qui est d'ailleurs normé également par l'arrêté donc, qui complète le décret. Et donc, il faudra préciser et mentionner si les points sont validés ou non validés ou même absolument pas présents. Et ce compte rendu, comme on le disait tout à l'heure, devra être communiqué à l'administration fiscale euh, et servira Et de base au contrôle tout, également. tout à fait. Donc, ce qui veut dire, on va en parler dans un troisième temps après une petite pause musicale sur ces commentaires et en particulier sur le rapport de mission qui va être établi et la responsabilité qui est l'objet de l'examen de conformité fiscale. Fréquence 8, nous avons donc Maître Derès, avocat fiscaliste, pour nous parler de ce texte du décret du 13 janvier 2021 sur l'examen de conformité fiscale. Alors, le compte-rendu de mission qui va être fait après cet audit fiscal, Oui. si des points sont découverts par le prestataire, quelle est la portée de ce compte-rendu de mission? Alors, lorsque l'examen fait apparaître une anomalie quelconque, le prestataire invite l'entreprise à auditer, donc à corriger les points litigieux. Donc, comme on le disait tout à l'heure, cette correction peut prendre la forme d'une déclaration rectificative, Ou en éventuellement, matière de TVA d'une déclaration modificative? exactement, qui pourrait d'ailleurs même être établie en lien avec le service des impôts des entreprises. Comme on l'a dit, hein, ce dispositif se situe dans un processus recherché donc, du gouvernement et de l'administration fiscale d'établir une relation de confiance entre les entreprises. Donc vraiment l'idée est de permettre cela. Euh, En théorie, donc, il n'y a pas de dispense spécifique liée à l'établissement de ce compte rendu. Cependant, lorsqu'un contrôle ultérieur aboutirait à des rectifications pour insuffisance de déclaration sur les points validés, l'existence de l'ECF, mentionnée donc dans la déclaration de résultat, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Gérard, produira les effets donc d'une mention express, ce qui signifie que l'entreprise sera dispensée des intérêts de retard et n'encourra aucune autre pénalité dès lors qu'elle est de bonne foi. Donc, d'ailleurs, l'arrêté a mis en place un modèle défini, comme on en parlait tout à l'heure, Oui, sur un peu la prescription par le législateur, et a mis en place un modèle, hein, oui, c'est ça. Donc il y a un pour modèle à suivre, ce ce rapport compte rendu. et ce compte-rendu Mm, des travaux de l'audit fiscal. oui, Et donc, ce compte-rendu le prestataire devra s'y attacher. ah bah bien sûr, effectivement, là on a vraiment un format donc on peut retrouver en annexe, alors je sais plus, ça doit être l'annexe 3 de l'arrêté, et qui précise effectivement les différents points et les conclusions qui ont pu être tirées de l'analyse et de l'audit qui a été réalisé. Alors, les obligations du prestataire et puis les obligations de l'entreprise. Oui. Alors, l'article 40 du Code de procédure pénale, les prescriptions, donc l'obligation du prestataire les voit revenir. Alors, c'est ça. En réalité, là, en plus de cette mission d'audit, ce que nous dit le législateur, c'est que lorsque, dans le cadre donc, de sa mission, un prestataire constate une infraction pénale, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, il doit en théorie informer l'administration, oui, enfin, pardon, même le tribunal en réalité, de l'existence d'une infraction fiscale qui pourrait donc générer des poursuites. Donc ça, c'est quelque chose assez nouveau, quelque chose qui est plutôt pratiqué par l'administration fiscale, mais qui pourrait désormais être aussi une des missions, et puis le commissaire aux comptes également, mais qui pourrait être une des missions des prestataires qui ne serait pas un commissaire aux comptes. Tout à fait. Dont l'importance
Et on le verra en synthèse, en conclusion de cet examen de conformité fiscale qu'il ne faut pas dénier en disant c'est bon, hein, le visa, on ne l'a pas pris, là, est-ce qu'on va y aller? Il suffit de ne pas y aller pour ne pas avoir de risque, comme on dit. Non, effectivement, je Et pense je qu'il pense faut... que l'ensemble des professionnels du droit du chiffre va s'y inclure et va Oui, mettre en place ces procédures. exactement. Alors, pour l'entreprise, ses obligations, alors? Alors, principalement, ça va être de communiquer de bonne foi avec le prestataire en lui fournissant tous les documents nécessaires à la prise enfin, à l'analyse, en tout cas, et à la réalisation d'un audit réel. Euh, il devra aussi également respecter donc, le calendrier qui sera fixé par le prestataire et lui communiquer les pièces dans un délai raisonnable pour lui permettre de réaliser sa mission. Ça reste quelque chose d'important puisque l'audit ne peut se faire que si l'entreprise accepte de fournir tous les éléments au prestataire et si jamais ce n'était pas le cas, de toute façon, ce serait signifié dans le compte-rendu. Alors, quels sont les effets, le plan de l'adhésion au dispositif des différents prestataires? Quelles sont un peu les dispositions qui peuvent se retourner et donner aux contribuables de quoi réagir par rapport aux suites données? Alors, disons que là, sur l'aspect de responsabilité du prestataire, ce que nous dit la loi, hein, très simplement, c'est que lorsque, sur des points validés, euh, il y a des rappels qui sont réalisés, le chef d'entreprise pourra obtenir le remboursement de la part d'honoraires correspondant voilà, au point qui aura été Retour des honoraires par rapport aux pénalités. par rapport aux pénalités ou en tout cas vraiment par rapport au contrôle qui sera réalisé. Puisque par essence, dans ce dispositif, on imagine qu'il n'y a pas d'intérêt de retard et que l'entreprise est de bonne foi. Et donc, il n'y a pas de majoration puisqu'elle a déposé ses déclarations dans les temps. Auquel cas, si jamais il y avait des conséquences en matière d'impôts sur les sociétés ou de TVA, le chef d'entreprise pourrait demander le remboursement de la part d'honoraires attachée à cette mission-là. Donc, ce qui implique aussi pour le prestataire de bien lister le temps passé sur les différentes missions et de chiffrer ses honoraires en fonction de ce temps-là pour pouvoir dissocier, s'il en fallait, les conséquences liées à cet audit. Et on peut penser que la jurisprudence également va s'y intéresser, car si le contribuable ou le justiciable se tourne pour réparation devant des tribunaux, c'est la lettre de mission, c'est le travail, c'est la prestation qui sera réalisée. Alors, effectivement, c'est pas exclu. Alors, on peut imaginer là, au démarrage, que les missions seront bien réalisées et qu'il n'y aura pas de contentieux. Mais effectivement, c'est pas exclu et on verra ensuite comment cela est traité. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les contrats, il y a de toute façon une clause résolutoire qui est prévue donc par l'arrêté. Clause résolutoire qui permettra effectivement d'annuler complètement le contrat sans même avoir à faire appel au juge, donc sous réserve d'une mise en demeure, si le prestataire ne va pas au bout de sa mission, comme prévu dans le contrat et dans le délai qui est prévu par la loi. Alors, maître, croyez-vous que la mission partagée entre l'expert comptable et l'avocat fiscaliste peut faciliter la mission de l'ECF, c'est-à-dire l'interprofessionnalité peut permettre à l'entreprise de se sécuriser? Oui, je pense vraiment que ça reste une mission importante et une mission qu'il est possible de faire, j'allais dire, en partenariat entre l'expert comptable et l'avocat fiscaliste, comme on l'a vu dans les points d'audit. Il y a certains points dans lesquels l'expert comptable sera plus à l'aise, donc notamment la validation des fichiers FEC, et d'autres points où l'avocat fiscaliste, lui, sera plus à l'aise sur une appréhension de la loi et de la jurisprudence, donc notamment, on le disait tout à l'heure, la question des provisions ou des charges exceptionnelles. Donc, effectivement, moi, je préconiserais en effet une mission un petit peu partagée entre l'expert comptable et l'avocat Tout fiscaliste. à fait. Et certains commentaires qui ont été apportés parlent que la DGI, l'administration fiscale, veuille aller sur des contrôles annuels des déclarations fiscales. Alors, c'est effectivement ce que l'on peut présager de ce nouveau dispositif qui donc se veut essentiellement préventif hein, au départ, mais c'est de se dire si tous les ans on a une validation par des tiers de confiance de l'alias fiscal, et, pourquoi pas effectivement ensuite tous les ans avoir un genre de vérification par l'administration fiscale de ces points.
Je ne sais pas si c'est la bonne chose. En tout état de cause, ça permettra certainement de réduire les risques et d'apaiser aussi le chef d'entreprise sur cette épée de Damoclès qui est le contrôle fiscal, comme on le connaît. Alors, maître, une conclusion ou un conseil sur le lancement de cet examen de conformité fiscale? Alors, un conseil peut-être destiné aux chefs d'entreprise, ce serait de, voilà, suite à ce qu'on vient de se dire à l'instant, de prendre attache auprès de leur expert comptable ou de leur avocat ou de leur commissaire aux comptes pour voilà, mesurer un petit peu et voir l'intérêt qu'a cette nouvelle mission pour eux dans le cadre de leur activité. Pour les professionnels, effectivement, je pense que l'idée, c'est aussi, sans qu'il y ait de demande de la part du chef d'entreprise, de les informer sur cette nouvelle mission qui, à mon avis, hein, comme je le disais, est préventive et a plutôt vocation à apaiser les relations commerciales, enfin les relations économiques, je veux dire, et à permettre au chef d'entreprise, in fine, de se concentrer sur son business et pas sur des risques quelconques liés à des changements de loi ou voilà, au millefeuille administratif et gouvernemental. Un grand merci, maître Derès Samira, avocat C'est un fiscaliste, grand pour cet plaisir. éclairage. Et donc, la mise en place de ce décret du 13 janvier 2021 mérite un bilan très rapide sous son lancement et la prise en main par les prestataires. Et nous aurons l'occasion d'y apporter des commentaires dans une prochaine émission, en particulier sur Fréquence 8. À bientôt, au revoir.